Bonsoir, bienvenue dans le 23h. À la une de l'actualité, il y a eu une audience ce jeudi au palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu Nkosazana Dlamini Zuma, le ministre sud-africain de la planification, du suivi et de l'évaluation. Les discussions ont porté sur des questions liées au développement de l'Afrique. Nous parlerons éducation dans ce journal. Pour réussir la rentrée scolaire 2018-2019, les responsables d'établissements et enseignants ont reçu du matériel didactique d'une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA. Ils ont été invités à respecter le quorum horaire et le programme scolaire en vue d'obtenir de meilleurs résultats. Deux nouveaux cas d'Ebola ont été enregistrés dans la ville commerciale de Butembo, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les deux patients sont morts contaminés par la maladie. Il s'agit d'une femme et d'un personnel soignant. Merci de suivre cette édition. Rendons-nous au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé avec Nkosazana Dlamini Zuma, le ministre sud-africain de la planification, du suivi et de l'évaluation. Au menu de la rencontre, le développement de l'Afrique et la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Awatouri. La ministre sud-africaine chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, est à Abidjan pour prendre part à la semaine de l'évaluation, un forum de la Banque africaine de développement placé sous le thème « Renforcer l'impact du développement ». L'occasion aussi pour Mme Zuma d'échanger avec le président de la République Alassane Ouattara sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Elle est venue plusieurs fois en Côte d'Ivoire et elle s'est rendue compte que depuis sa dernière visite en 1999, la situation en Côte d'Ivoire a véritablement changé. Elle est très heureuse de voir qu'il y a ce changement remarquable en Côte d'Ivoire. Elle a félicité donc le président de la République pour ses efforts. En Côte d'Ivoire, l'économie est basée sur l'agriculture évidemment, mais elle ne savait pas que la Côte d'Ivoire était le premier producteur d'anacarde. Et ils ont parlé, entre autres choses, de la nécessité de promouvoir la transformation des produits agricoles et au point de vue politique et économique, de promouvoir la coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Le président a souhaité que le président d'Afrique du Sud puisse effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire. Elle va transmettre le message au président de l'Afrique du Sud. Ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, la ministre auprès du président d'Afrique du Sud chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, entend favoriser l'intégration africaine en vue de faciliter la mise en œuvre des domaines prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine. On s'intéresse à présent à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. L'ambassade de Chine revient sur les acquis du 3e sommet de Beijing. Elle annonce la création bientôt d'un centre culturel chinois ici à Abidjan. Soro Wodjantelee, Herman Givi. Journalistes et hommes de médias invités à une conférence de presse initiée par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. La représentation diplomatique de la Chine en Côte d'Ivoire se réjouit des accords conclus entre la Côte d'Ivoire et la Chine au cours du récent sommet Chine-Afrique tenu à Beijing les 3 et 4 septembre dernier. La Chine et l'Afrique entendent promouvoir la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et associer étroitement cette initiative à l'agenda 2063 de l'Union africaine, au programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Les deux parties vont mettre en œuvre en priorité les 8 initiatives majeures concernant la promotion industrielle, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, le développement vert, le renforcement des capacités, la santé, les échanges humains et culturels, ainsi que la paix et la sécurité. Sur le plan culturel, les deux pays travailleront également au renforcement de leur collaboration. La création d'un centre culturel chinois à Abidjan est envisagée. Reste le repérage du terrain qui accueillera la bâtisse. L'ambassade de Chine y travaille. La Chine s'engage, comme en 2015 à Johannesburg, à tenir à nouveau ses engagements envers l'Afrique. Rappelons qu'en 2015,
Au cours du sommet qui s'était tenu en Afrique du Sud, 10 programmes de coopération avaient été établis. Plus de 90% d'entre eux ont été effectués. Au regard des multiples engagements et réalisations tenus par la Chine dans les pays africains partenaires, l'ambassade de Chine rassure, la Chine se veut un partenaire privilégié des pays africains en termes de développement. Un mot d'éducation, 4,6 milliards de nos francs, c'est la valeur du matériel didactique remis aux responsables d'établissements, inspecteurs de l'enseignement primaire et aux enseignants. C'est une action du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour la réussite de la rentrée scolaire 2018-2019. Didier Nguessan, Grâce Kando. Des mallettes pédagogiques, 519 ordinateurs et box Wi-Fi d'une valeur totale de plus de 4,6 milliards de francs CFA distribués aux établissements primaires et secondaires de Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a procédé à la remise de ce matériel, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, ce jeudi 6 septembre, lors de la cérémonie solennelle de rentrée scolaire au lycée Sainte-Marie de Cocody. Enseignants et parents d'élèves ont pris connaissance du calendrier scolaire et de son découpage. Nous avons pour le premier trimestre, en ce qui concerne l'enseignement général, 480 heures. Pour le second trimestre, 440 heures. Pour le troisième trimestre, 400 heures, soit un total de 1320 heures, disons 33 semaines. Après avoir rappelé les résultats satisfaisants des examens scolaires de l'année dernière, la ministre a fait plusieurs recommandations pour maintenir le cap. Le respect du quantum horaire, l'achèvement des programmes, le respect du format, du rythme et du nombre des évaluations. Aux gestionnaires de notre système éducatif, c'est à vous qu'il revient de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler l'ensemble des activités des structures placées sous votre responsabilité. Je vous invite donc à faire preuve de plus de responsabilité et d'anticipation afin que l'année nouvelle se déroule dans la sérénité. La rentrée des classes 2018-2019 est fixée au lundi 10 septembre 2018. Comme l'année dernière, elle est placée sous le thème du civisme. Avant de poursuivre, je vous donne lecture de ce communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, communiqué relatif à la prorogation du délai de préinscription des nouveaux bacheliers. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Abdallah Albert Touakeus Mabri, informe les nouveaux bacheliers non encore préinscrits sur la plateforme www.orientationsup.net que la date limite des préinscriptions dans les universités et grandes écoles, initialement prévue pour le jeudi 6 septembre 2018, est prorogée jusqu'au 15 septembre 2018, délai de rigueur. Par conséquent, Monsieur le ministre invite les concernés à faire eux-mêmes leur préinscription. La foire Made in Côte d'Ivoire va refermer ses portes samedi prochain. Ce jeudi, notre reporter Francis Boifo s'y est rendu. Il a visité pour vous la boutique paysanne, un stand qui fait la promotion de tous les produits locaux transformés. Suivez son reportage. Des produits transformés localement. On en trouve à la fois du Made in Côte d'Ivoire, à Port-Boué, sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je viens de prendre contact avec ce produit. C'est du coco baka à base de maïs. Et puis je crois que c'est épicé également. Pour moi, c'est une découverte. C'est vraiment un élan pour les Ivoiriens de s'auto-nourrir. J'ai eu l'occasion de pouvoir goûter le whisky, mais c'est fait à base de mangue et de cacao. Je pensais que c'était fait à l'étranger. Je ne savais pas que c'était fait ici et surtout à base de mangue. Et les mangues même de notre région. C'est vraiment intéressant. Parmi les visiteurs ce jeudi, Liran Doni, 7 ans en classe de CE2. Cette fillette a été séduite par ce stand qui fait la promotion du riz local. Je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire, nous, on avait du riz. Je pensais que c'était quitté loin pour venir. Avant, quand ma maman préparait le riz, je ne savais pas comment on fabriquait. Maintenant, quand je l'ai vu, j'étais contente. La foire du Made in Côte d'Ivoire, c'est aussi l'exposition des produits artisanaux. Ce qu'on voit ici, c'est le tabouret royal qui magnifie le roi avec ses instruments de musique. On a toute tendance de dire que
L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout est parti de là. Les musiques modernes qu'on voit aujourd'hui, les instruments de musique moderne qu'on voit aujourd'hui, c'est à partant de ces instruments de l'Afrique en fait. Nous avons ici un escargot que nous avons réalisé à base de pièces de récupération. Vous voyez ici une roue dentée, c'est une pièce qu'on trouve dans le moteur de véhicule. Vous avez les écrous là pour faire les tétons et puis les chaînes de moto et de vélo pour border le bus. Donc je crois que toutes ces pièces relèvent de la ferraille où nous trouvons tout pour concevoir des produits d'autres utilitaires et donc des décorations. Des objets d'art, fruits de plusieurs heures de réflexion et de créativité. Malheureusement, peu vendus selon les artisans. On a besoin de nous encourager parce que tant que ça n'achète pas, là, tu as vu, c'est pas intéressant parce qu'on dépense chaque jour que Dieu fait. Ouvert le 30 août dernier, la foire du Made in Côte d'Ivoire va refermer ses portes le 8 septembre prochain. 2 jours donc pour acheter et faire la promotion des produits transformés par les fabriques ivoiriennes. 50 migrants sont formés à Azaguié dans l'Agné-Biatiassa, précisément à l'Université de l'entrepreneuriat. Ils sont instruits sur des projets qui vont leur permettre de se prendre en charge. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'initiative conjointe du Fonds fiduciaire de l'Union européenne et de l'Organisation internationale pour les migrations. Sidonie Davila. Dans ce centre d'incubation de plus de 20 hectares sont présents 50 ex-migrants. Ayant décidé de revenir au pays, ils participent à des projets de formation pour leur réintégration. Plusieurs formations couplées à la pratique s'offrent à eux à l'Université de l'entrepreneuriat à Azaguié, dans la région de l'Agné-Biatiassa. Moi, j'ai choisi le domaine de l'élevage des poulets. Voilà, donc vraiment, je suis contente parce que je sais qu'avec ça, je peux aussi me faire valoir dans la société. Bien, j'ai opté pour le domaine animal. Je suis fier par rapport à l'offre. J'attends encore que ça aboutisse pour que nous autres, on donne des conseils à nos petits frères, nos grands frères qui veulent aussi partir de l'autre côté. Dans ce centre, ils partagent l'expérience de Séraphin Kwa, fondateur de cette école de formation qui a longtemps vécu hors de la Côte d'Ivoire. Son objectif, faire comprendre que l'Eldorado, c'est ici. Pour moi, c'est un défi que je dois relever. Je suis content, heureux que ces jeunes ont accepté volontairement de revenir dans leur pays. Selon une étude du BIT, l'agriculture en elle seule peut permettre d'embaucher 5 millions de jeunes. Et nous, École des entrepreneurs, nous avons compris. C'est pour ça que nous saisissons la balle au bon moment et nous félicitons l'OIM, l'Union européenne, l'État de Côte d'Ivoire pour tout ce qu'ils font pour ces jeunes. Cette seconde chance à ses compagnons d'aventure a un coût. Un montant de 2 millions d'euros, soit plus d'1 milliard, 300 millions de francs CFA, alloués à ce projet financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations. C'est un projet de formation et insertion de 50 personnes, 20 dans le secteur de la construction, 15 dans le secteur de la production animale et 15 production végétale. Ce n'est pas le seul projet que l'OIM et l'Union européenne et ses partenaires mettent en place. Il y a plusieurs projets similaires dans différents secteurs qu'on est en train de mettre en œuvre. Aux côtés de l'UE et de l'OIM, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur suit de près ces projets. L'idée n'est pas de faire une réintégration rapide, c'est de faire une bonne réintégration qui donc est durable, avec un bon rapport entre le retour, la réintégration et la réintégration durable. Et donc je voulais signifier tout l'engagement du gouvernement ivoirien de suivre aussi ces retours et cette réintégration et de nous rassurer que ce travail est fait conformément à la volonté du gouvernement de voir la jeunesse repartie sur des projets de réinsertion durables. Selon le bilan du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, on compte à ce jour 3 804 Ivoiriens de retour au pays. 500 parmi eux bénéficient pour l'instant d'une assistance pour leur réinsertion. Parlons politique. Mettons le cap sur la région du Gontougo, notamment la localité de Taoudi dans le département de Bondoukou. Le président du mouvement sur les traces d'Oufoué-Boigny, Kobenan Kwasi Adjoumani, y était pour appeler les populations à adhérer au RHDP unifié. Michel Digri. Nous, secrétaires généraux de section, réunis en RHDP unifié, suivant les traces d'Oufoué-Boigny, avec le ministre
Kobena Kwasi Adjoumani. C'est une déclaration qui matérialise l'offensive de Kobena Kwasi Adjoumani dans le Grand-Tougou. Le président du mouvement sur les traces de Houphouët-Boigny ratisse l'âge pour le RHDP, parti unifié. À Taoudi, dans le département de Bondoukou, à la tribune de la cérémonie d'hommage, à Kwaku Yeboa Alexandre Grand-Bélier, dans l'ordre du PDCI, Kobena Kwasi Adjoumani a réaffirmé sa volonté d'enraciner les idéaux du RHDP, parti unifié, dans le Grand-Tougou. C'est un grand agent de développement qui s'inscrit dans la logique du développement initié par le président Félix Houphouët-Boigny et qui aujourd'hui est continué par le président Alassane Ouattara. Donc nous sommes ici non seulement pour le célébrer, mais pour aussi présenter le mouvement que nous avons mis en place, lequel mouvement prend de plus en plus de l'envergure, de l'ampleur au niveau de la Côte d'Ivoire, mais surtout de la région. Vous avez vu la mobilisation de tous nos secrétaires de section et de nos délégués qui ont décidé de marcher sur les traces de Houphouët-Boigny. À la suite d'un don de tricycle aux femmes de Taoudi, Kobena Kwasi Adjoumani a promis une ambulance pour très bientôt aux populations de cette localité. Dans le domaine de la santé, le Fonds mondial et la Banque mondiale offrent du matériel roulant à 9 régions sanitaires. Coût de ce don, environ 160 milliards de francs CFA. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la santé des populations et des conditions de travail des agents de santé. Ami Sissoko. Ces directeurs régionaux et départementaux de santé ont du mal à acheminer des médicaments et des vaccins vers certains centres de santé et même à assurer la coordination des activités au niveau de leurs services. Cause, manque de moyens de déplacement. Nous avons de nombreux centres de santé. Il faut les visiter mensuellement ou trimestriellement. Quand il n'y a pas de véhicule, vous voyez qu'il est difficile de se rendre dans ces centres. Aujourd'hui, le Fonds mondial et la Banque mondiale leur apportent une bouffée d'oxygène. 7 véhicules de type 4x4 et 8 tricycles destinés à 9 régions sanitaires, entre autres Bonkani, Maraoué et Béré. Les clés ont été remises par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans le département de Bouna où nous sommes, les routes sont assez difficiles. Il y a certains centres de santé qui sont très difficiles d'accès en véhicule. Donc aujourd'hui, avec ces tricycles, ça va nous permettre de pouvoir arriver dans les villages les plus retirés, les centres de santé les plus retirés, pour desservir ces centres-là et ces populations en médicaments. Les vaccins et les médicaments, c'est pas normal de les faire en transport commun, c'est même pas envisagé même. Il faut forcément un véhicule spécial. Ce don d'une valeur d'environ 160 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement sanitaire 2016-2020. Il vise à améliorer la qualité des services de santé et à faciliter la coordination des activités. Le Fonds mondial fait partie des partenaires techniques qui soutiennent le système. Et ils le soutiennent non seulement depuis le niveau central, mais ce soutien va jusqu'au niveau décentralisé. Je me réjouis de cette collaboration qui permet d'orienter les appuis vers les défis que sont le leadership, le management, la gouvernance en matière de distribution et d'accessibilité des médicaments au dernier kilomètre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé, a annoncé que d'autres régions sanitaires verront également leurs moyens logistiques renforcés. Je précise que 160 millions de francs CFA ont été offerts à 9 régions sanitaires par le Fonds mondial et la Banque mondiale. Une réunion de la commission de la CEDEAO a débuté ce mercredi ici à Abidjan. Elle est relative à la dotation personnelle des centres maritimes de coordination de l'espace sous-régional. Cette rencontre vise à créer une plateforme permettant d'améliorer les capacités opérationnelles des différents centres maritimes dans le golfe de Guinée pour faire face aux défis sécuritaires. Olivier Iriebi, Aboussanougou. Mobilité opérationnelle. Coordination stratégique et tactique entre les centres maritimes multinationaux de l'espace CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut renforcer la sécurité au niveau de sa surface maritime. Et c'est pour faire face à cette préoccupation que les représentants des États membres sont réunis à Abidjan en vue de la mise en œuvre de la stratégie maritime intégrée adoptée par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet ordinaire de 2014 à Yamoussoukro.
La présente réunion a pour objet de parachever la dotation en personnel nécessaire à leur fonctionnement des centres maritimes multinationaux de coordination des zones maritimes E, F et G et du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, CRESMAO. C'est le lieu pour moi de rappeler que la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO énonce une approche intégrée. Pour le chef de division de la sécurité régionale de la CEDEAO, après la mise en place du cadre juridique se rapportant à l'espace maritime dans le golfe de Guinée, il est temps de donner vie à cette architecture. C'est bien de tout faire sur le plan juridique, mais il faut justement qu'il y ait du personnel. Et aujourd'hui, nous sommes réunis afin de donner la possibilité aux États membres de discuter de la possibilité de partager l'ensemble des positions qui devraient être occupées à l'intérieur de ces centres afin de rendre tous ces centres opérationnels. Selon le chef d'état-major de la Marine nationale, la dotation en ressources humaines, matérielles et techniques va permettre de lutter efficacement contre les menaces sur les surfaces navigables. C'est des centres où vont travailler quand même tous les marins du golfe de Guinée, en particulier ceux de l'espace de la CEDEAO. La piraterie, c'est une des menaces à laquelle vraiment nous devons faire face. Et il y a d'autres menaces encore qui sont vraiment importantes pour nous. L'initiative de sécurisation de l'espace maritime de la CEDEAO bénéficie également de l'appui de l'Allemagne, du Danemark et de l'Union européenne à travers son projet Paix, Sécurité et Stabilité. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dey, est à Addis Abeba dans le cadre du 2e congrès extraordinaire de l'Union postale universelle. Hier, il a signé au nom du gouvernement une convention plaçant la Côte d'Ivoire comme point focal pour la vulgarisation du e-commerce. Franck Wadiou. Bachar Hussein, secrétaire général de l'IPU, et Claude Isaac Dey, ministre de l'économie numérique et de la Poste, peuvent apposer leur signature. C'est une convention entre l'Union postale universelle et l'État du Côte d'Ivoire, le pays choisi comme point focal pour la mise en œuvre du programme e-commerce, plateforme de commerce électronique. Cet accord est destiné à promouvoir le e-commerce. La Côte d'Ivoire est identifiée pour la promotion du volet économique, mais il y a aussi l'aspect local et surtout régional dans le cadre de la CEDEAO. Nous sommes très fiers de signer cet accord avec la Côte d'Ivoire, qui est un membre important de l'UPU. Que la Côte d'Ivoire, comme 5 autres pays, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Kenya, choisis pour le développement de certaines infrastructures et leurs efforts pour le déploiement de la fibre optique, entre autres. Cette signature revêt un sens particulier. Cette signature marque le définancement de ce projet-là. Donc, comme on l'a dit, nous espérons qu'en 2020, on voit de façon concrète ce projet se réaliser sur le terrain. Donc ça va créer des emplois, ça va permettre aux PME, ça va permettre aussi à d'autres importations de se développer. Avec le secrétaire général de l'UPU, il a aussi été question des préparatifs du prochain congrès de l'Union, le 27e en 2020, en terre ivoirienne. Le ministre de la Poste et de l'économie numérique a aussi échangé avec plusieurs délégations, celle de l'Union panafricaine des postes conduite par son secrétaire général Younous Djibrine. Ensuite, le directeur général de la Poste de Turquie, organisateur du congrès de 2016. Puis, une délégation française. Nous avons parlé notamment justement de la préparation du congrès d'Abidjan en 2020, qui va être un grand moment pour l'Union postale universelle, parce que le congrès actuel n'est encore qu'un congrès intérimaire, et nous allons bien sûr travailler autant que nous le pourrons avec la Côte d'Ivoire pour que ce soit un succès. Nos deux pays sont très proches, ont une histoire ancienne, y compris une histoire philatélique et postale. La Côte d'Ivoire participera de façon active à la conférence stratégique ministérielle, une récente innovation de l'Union qui va prendre fin le 7 septembre. Il sera question de panels et de déclarations sur un thème précis, préparer le secteur postal pour promouvoir le développement socio-économique. Le directeur général des impôts a animé aujourd'hui une conférence publique, thème choisi, la fiscalité des entreprises d'édition et de presse. Cette rencontre a été organisée dans le cadre de la tribune du GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bangou.
Si les entreprises de presse ont bénéficié de plusieurs mesures de soutien, comme les aménagements et abattements d'impôts, la plupart d'entre elles exercent encore dans une précarité financière. Une situation qui amène aujourd'hui les éditeurs de presse à solliciter un régime particulier et adapté à leur secteur. Par rapport à la spécificité de notre secteur, nous avons proposé que ce secteur-là puisse bénéficier d'un régime fiscal particulier. On devrait assez rapidement pouvoir nous retrouver, aussi bien les éditeurs, les imprimeurs, au niveau du secteur de la distribution, pour que nous puissions essayer donc de regarder et faire, je vais dire, des propositions globales. Les entreprises de presse restent soumises à la même fiscalité que les autres entreprises en activité en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général des impôts, à qui cette doléance a été soumise à la tribune du GFC. Il a surtout saisi l'occasion pour expliquer le système fiscal ivoirien de façon générale. Ce n'est pas le DG qui fait la fiscalité. Le DG prend acte de la demande du secteur. Je leur ai suggéré de porter donc le message auprès des autorités. L'exercice, c'est un exercice d'information, information réciproque et enregistrer éventuellement les difficultés que les entreprises du secteur ont à comprendre et à appliquer la législation fiscale afin que la corporation ne soit pas à l'écart du dispositif fiscal et que la fiscalité ne soit pas non plus un mystère pour les entreprises de presse. L'objectif, selon le directeur général des impôts, est de permettre aux entreprises de presse de se relever financièrement et de faire d'elles de bons contribuables. La 18e édition du Clap Ivoire a démarré lundi dernier à la salle Majestic Ivoire. Cette tribune de promotion des jeunes cinéastes met l'accent sur la fiction documentaire et les courts-métrages. 10 prix sont en jeu, notamment le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Davis Oyo, Serge Koléa. Ambiance musicale au cinéma Majestic Ivoire avant de planter le décor de la 18e édition de Clap Ivoire. Créé pour offrir une lucarne aux jeunes réalisateurs des pays membres de l'espace UEMOA, Clap Ivoire se veut la pépinière du cinéma ouest-africain. Pour cette édition, 8 pays sont représentés, avec 16 productions, notamment des fictions, courts-métrages et documentaires d'une durée de 13 minutes qui seront soumis à l'appréciation du jury. Nous avons des prix à hauteur de 19 millions au total. Il y a Canal qui donne des prix à hauteur de 5 millions. Il y a l'UEMOA qui donne des prix à hauteur de 11 millions, dont le Grand Prix Kodjo et Bouclé et les prix sectoriels. 10 prix à glaner, mais celui qui fait tourner toutes les têtes reste le Grand Prix Kodjo et Bouclé, doté d'un montant de 5 millions de francs CFA. Je pense que j'ai le choix de remporter ce Grand Prix et Bouclé parce que mon film il est original. C'est un documentaire de création. Ça traite un peu l'histoire d'un cinéphile qui est nostalgique aujourd'hui, des salles qui étaient là auparavant, qui ont disparu. Je suis venu du Burkina pour présenter un film qui parle de l'environnement et la destruction de l'environnement par l'homme qui entraîne des catastrophes naturelles. Il y a de la qualité, on espère pouvoir gagner. À travers Clap Ivoire, le ministère de la Culture et de la Francophonie s'engage à déceler des talents naissants. L'État de Côte d'Ivoire crée les conditions et l'environnement pour que les opérateurs du secteur soient en sécurité, soient accompagnés et puissent avoir un retour sur investissement aussi important que dans les autres secteurs. La dernière édition de Clap Ivoire a été remportée par la réalisatrice sénégalaise Kadidia Tousso avec son film Une place dans l'avion. Rendez-vous le vendredi 7 septembre prochain pour connaître les lauréats de cette édition. À l'étranger, le virus Ebola poursuit son expansion en République démocratique du Congo. La maladie vient de gagner Butembo, la plus grande ville de la province Nord Kivu, dans l'est du pays. Mercredi, les autorités sanitaires ont annoncé la mort de 2 patients contaminés par la maladie. Il s'agit d'une femme et d'un personnel soignant. Au total, 195 personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec ces 2 patients. Voici à présent le reste de l'actualité internationale. Première escale, la Mauritanie, où Human Rights Watch veut un moratoire sur les poursuites envers les femmes violées. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo.
un moratoire immédiat sur les poursuites engagées contre les femmes victimes de viols en Mauritanie. C'est ce que demande Human Rights Watch. Dans un rapport de 101 pages rendu public, l'organisation dénonce le sort réservé à ces femmes qui portent plainte, mais qui se retrouvent accusées d'adultère, passant du statut d'accusatrice à accusée, puis poursuivies quand elles n'arrivent pas à prouver qu'elles n'étaient pas consentantes. Dans un grand hôtel de la capitale malgache, sur le plateau d'une chaîne de télé et de radio privée, Didier Ratsiraka a fait une revue de l'actualité politique malgache. L'ex-président âgé de 82 ans et candidat pour cette élection présidentielle s'est offert une 30 minutes d'émission en direct durant laquelle il a compté son succès d'antan, relaté ses prises de position historiques. Mais il a surtout expliqué son leitmotiv actuel, le report des élections pour éviter que le pays ne sombre à nouveau. La publication d'une tribune anonyme dans le New York Times, attribuée à un haut responsable de l'administration américaine. Le signataire déclare lutter de l'intérieur contre le président américain et affirme que plusieurs membres de l'administration sont engagés dans le même combat. La tribune est anonyme, mais le New York Times connaît son auteur. Au lendemain de la parution des extraits du livre incendiaire de Bob Woodward sur le chaos qui règne à la Maison-Blanche, c'est un nouveau coup dur pour le président, d'autant qu'il vient de son propre camp. Et le test a suscité une réaction quasi immédiate de Donald Trump. Fin de ce 23h. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. Les programmes se poursuivent sur RTI1.